D'abord, je voudrais remercier Antoine, François et Violaine pour leur invitation, et puis aussi remercier les précédents intervenants de cet après-midi, m'excuser auprès des intervenants de ce matin parce que je n'étais pas là, et je vais, comme vous l'avez dit, essayer moi aussi d'apporter une voix à cette variété. Alors j'ai quand même des petits scrupules à apporter cette voix, puisque ça sera une voix assez frontalement théorique. C'est 17h, la journée a été longue, on a 1h30 de retard. Bon, en même temps, c'est ce que j'avais prévu. J'avais pas prévu qu'on ait 1h30 de retard, mais bon. Alors, il se trouve par ailleurs que lorsque j'ai vu le programme et mon nom, je me suis aperçu que j'étais programmé dans l'après-midi écrire en école d'art. Et je me suis fait moi-même un procès d'illégitimité, puisque je ne suis pas en école d'art. Je crois même que je suis le seul intervenant de cet après-midi à ne pas exercer en école d'art. Et je me voyais mal jouer le rôle d'universitaire parlant des écoles d'art. Donc, c'est pas vraiment sous cet angle-là que je vais l'aborder. Je me suis dit, est-ce que j'aborde par l'écriture? Mais là aussi, procès d'illégitimité, je n'enseigne pas l'écriture. Je n'ai pas vraiment prévu de le faire. Et puis, de toute façon, l'écriture est un concept que je trouve trop flou pour l'aborder directement. Ça nécessiterait de penser la différence entre une écriture, comment dire, générale et une écriture littéraire, etc. Donc, bon, c'est pas du tout l'enjeu. Donc, soit je me tais, puisque je suis doublement illégitime, soit, puisque je suis là, j'essaie d'aborder ce que nous partageons, me semble-t-il, école d'art et université, sans distinction, à mon avis, et qui a trouvé à se nommer ces dernières années dans l'expression création littéraire. Alors, c'est vrai que si je regarde le programme des rencontres de ces 2 jours, je m'aperçois que depuis que le début d'écriture créative de Cergy est devenu un master métier de l'écriture de la création littéraire, et si on accepte les 2 Américains du panel, François Bon et Cole Swensen, nous sommes tous passés à la dénomination création littéraire depuis quelques années. Cette terminologie qui désigne sûrement la pratique littéraire dans un espace institutionnel de formation. Mais au fond, qu'est-ce que cela signifie exactement, création littéraire? Ça marche, le micro ou pas? Oui, d'accord. Autant le dire franchement, bien que j'ai milité activement avec d'autres pour que cette désignation puisse s'imposer au niveau institutionnel, je n'en suis pas satisfait et je dois même dire que je ne l'aime pas. Je suis bien sûr gêné par le terme création, qui me semble assez mal correspondre aux pratiques contemporaines des producteurs de textes et à la circulation de ces mêmes textes. Il y a quelque chose de terriblement désuet, je trouve, dans le mot de création, et de profondément relié à des visions du monde que je ne partage pas, presque toutes religieuses, de la représentation biblique à la vision romantique du créateur incréé, original et singulier, bien sûr. De la Bible au mythe moderne de la littérature, c'est un pis-aller, à mes yeux en tout cas, auquel on s'est résolu, mais c'est un pis-aller qui a eu tout d'une stratégie, puisqu'il faut parfois, je suis tout à fait d'accord, ruser avec l'institution et l'état de la langue pour parvenir à imposer une représentation qui emporte notre conviction. S'il m'était donné le loisir que les déesses, les dieux m'en préservent d'établir la nomenclature des diplômes pour le ministère, j'aurais hésité entre 2 terminologies, production littéraire ou publication. Écrire en école d'art, écrire au master de création littéraire du Havre, de Cergy ou de Paris 8, peu importe. Il y a des différences, hein. Je veux bien qu'on en parle, mais pour mon propos aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, écrire en école d'art serait pour moi créer des laboratoires performatifs de publication. Si, comme le dit Emmanuel Pirer, il y a un rapport étroit entre le type de littérature, je dirais même, là c'est moi qui parle, entre la vision ou l'idéologie de la littérature, produit à une certaine époque et son contexte historique et social, c'est quand même assez évident qu'il y a un lien entre les deux, il me semble que la première question que doit poser une formation en publication ou en production littéraire, qui est par nature une formation au présent des textes, une formation contemporaine, c'est de celle des conditions contemporaines de la littérature. Car la littérature n'existe pas plus le mot que l'idée, j'ai pas fini ma phrase, d'un point de vue transhistorique et universel. Il existe en revanche une multitude de pratiques littéraires et textuelles, variables et en perpétuelle évolution, qui se cristallisent parfois dans un imaginaire dominant. Ce qui me semble évident, c'est que l'idée de la littérature comprise dans la littérature, avec 2 majuscules, à la et à la littérature, est sinon incompatible, du moins très partiellement consonante avec l'idée de pratique littéraire, avec des minuscules,
qui se trame dans les formations en création littéraire et qui répond beaucoup plus, d'où mon précédent titre, à un imaginaire de la publication. Moi, je vais faire ce que je suis, l'universitaire, donc je vais faire des citations, etc. Donc, ici, je reprends le choix graphique et je vais m'asseoir sur une tradition herméneutique qui me précède, etc. Bon, je reprends ici, je m'amuse, mais je ne le pense pas. Je reprends les choix graphiques opérés par Jean-Marie Schaeffer dans sa Petite écologie des études littéraires, pourquoi et comment étudier la littérature, qui avait graphié la littérature avec ses 2 majuscules. Selon lui, je le cite, on tend en effet à réduire la culture littéraire à une de ces représentations instituées, selon laquelle la littérature apparaît comme une réalité autonome et close sur elle-même. Et c'est là l'intérêt, je pense, pour les formations en création littéraire. Cette vision canonique a été mise en place par le modèle éducatif du XIXe siècle, qu'il qualifie de ségrégationniste, et elle continue à façonner largement nos représentations actuelles du littéraire. Si l'on n'entend pas littérature, poursuit-il, la représentation des faits littéraires, qui fut une pièce stratégique du modèle éducatif des humanités, tel qu'il s'est constitué au fil du XIXe siècle, alors oui, celui-ci va de l'aide. Mais cette crise, insiste-t-il, est celle des études littéraires, et pas des pratiques littéraires. Ce qui, par ailleurs, expliquerait que dans mon université, on a une désaffection assez marquée pour les études littéraires et un engouement tout aussi marqué pour le master de création littéraire. Cela n'a rien d'étonnant, dit-il. Après tout, le modèle sur lequel repose cette filière a été établi dans le cadre d'une société beaucoup plus hiérarchisée que ne l'est la nôtre, y compris dans le champ des conduites esthétiques. En tout cas, cette société qui a institué la littérature n'est plus la nôtre. La culture de l'écrit y était une donnée relativement rare, souvent un privilège et parfois une opportunité de promotion sociale. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui, et il faut être naïf pour penser que ceci peut ne pas avoir de conséquences au niveau de la transmission culturelle et notamment de la délimitation de la culture littéraire. La littérature est donc pour lui un objet largement imaginaire que les études littéraires ont construit pour légitimer leur existence. Dans cette perspective, la littérature n'est en réalité qu'un sous-ensemble particulièrement visible d'un champ plus vaste, celui de l'écriture. Même si je m'accorde avec presque tout ce que dit Schaeffer, et notamment avec cette analyse qui lie représentation imaginaire du littéraire et dispositif de formation, école et université, et qui nous enjoint à penser une nouvelle représentation du littéraire qui émerge de notre moment, disons, le moment création littéraire, je pense qu'il ne va pas encore assez loin. Car au fond, ce n'est pas d'une culture massive de l'écriture qu'il s'agit. Cela, c'est bien la grande poussée de l'alphabétisation du XIXe siècle qui l'a produit, mais plutôt d'une massification d'une culture de la publication, qui est le site, selon moi, où s'inscrivent les formations en création littéraire. Donc d'un côté, on a une idée de la littérature qui est classiquement celle que nous défendons à l'université. En fait, ce n'est pas que nous reprenons, que nous transmettons parce qu'elle nous a formés et qu'elle est structurante. Donc, d'un côté, on a un imaginaire de la littérature qui s'est développé dans les premiers temps de la modernité, euro-états-unienne, je précise, présentant l'image d'un auteur unique, reclus dans son bureau atelier, en relation directe avec son éditeur et les acteurs qui constituent le champ, critique, jury littéraire, etc., et qui parle grâce au support livre, in absentia, en absence, à un public massifié et anonyme. Cette image forme une sphère publique idéalisée qui ne correspond que très partiellement à la réalité du littéraire aujourd'hui, telle que pour ma part, j'essaie de l'aborder et de l'élaborer avec mes étudiants. Elle ne correspond pas, par exemple, à toutes ces pratiques littéraires multiples. Excusez-moi, c'est une journée très difficile pour moi, mais donc j'essaie de tenir le choc, mais c'est assez dur. Donc elle ne correspond pas à ces pratiques littéraires multiples dont il a été question dans notamment la discussion précédente, performance, lecture publique, travaux sonores ou visuels, mais aussi intervention sur les territoires, résidence d'auteurs, enseignement de la création littéraire, qui se sont développés de manière exponentielle, engageant de nouvelles esthétiques, mais aussi toute une nouvelle économie qui ne repose pas seulement sur les droits d'auteur de la vente des livres. Elle ne correspond pas non plus à une nouvelle sociabilité du littéraire fondée sur la visibilité, alors que la précédente sociabilité était fondée sur l'invisibilité. Des signatures en librairie, aux lectures publiques, jusqu'au développement inédit et massif des festivals littéraires, on assiste donc à une transformation de la présence sociale des auteurs. Ainsi, le partage entre deux modèles de communication et de systèmes littéraires tels qu'Alain Vaillant l'a décrit ne tient plus tout à fait. Entre d'un côté, un système littéraire en réseau,
ou système littéraire réticulaire, où la communication littéraire repose sur l'interconnexion de réseaux relationnels à l'intérieur d'un espace public essentiellement régi par des liens de sociabilité privée. Je pense au cours de l'histoire, au salon, aux revues d'avant-garde ou à l'atelier de création littéraire, qui sont ce type de système littéraire réticulaire. Au système, donc d'un côté le système littéraire réticulaire et de l'autre le système littéraire public où la communication littéraire est déterminée par l'économie de marché, notamment par le biais des industries du livre et de l'imprimé. Il va de soi que si aucun de ces systèmes n'a existé à l'état pur, je dirais que notre condition littéraire, celle dans laquelle je souhaite inscrire pour ma part les formations à création littéraire, notre condition littéraire valorise à nouveau les systèmes réticulaires, les systèmes mixtes et les zones d'indistinction entre systèmes littéraires publics et privés. Publier en ce sens retourne à son sens originel, rendre public, passer de l'expression privée destinée à des correspondants précis, comme dans la correspondance par exemple, à l'expression pour des publics de plus en plus divers. La publication de la littérature, vous le savez, ne s'est pas limitée à celle des livres. Les publics de la littérature ne se limitent pas aux lecteurs. Il existe autant de littérature que de possibilités de publication. Livres, performances, lectures, salons, groupes, espaces numériques. Chacune de ces littératures crée un espace public spécifique. C'est le cas, par exemple, de cette expression non moderne, pas pré-moderne, mais non moderne, par nature, de publier sur un réseau social, qui mélange système public et système réticulaire, et qui mélange des catégories qui relèvent des deux modèles. Écrire un art, pour moi, proposition, mais je crois qu'elle est largement partagée, consisterait à expérimenter ces dispositifs de publication, aller même au-delà de l'assertion de Roger Chartier, selon laquelle la matérialité du support affecte le sens des textes, pour dire que c'est la matérialité du dispositif de publication qui les transforme. Ce n'est pas seulement l'atelier de suivi de projet qui peut être ainsi conçu comme un espace de publication, mais la formation en elle-même. L'enjeu pour les étudiants n'est pas vraiment d'écrire, puisqu'ils écrivent, et elles écrivent. L'enjeu, c'est d'exposer cette écriture à un espace public qui est, dans un premier temps, une salle de classe ou un atelier où la production littéraire est partagée et discutée. Comme enseignant, ce qui m'intéresse, c'est non seulement de concevoir l'atelier comme un espace de publication, avec ses contraintes spécifiques, un espace public hybride entre réseau et public, mais de sensibiliser et d'encourager les participants et participantes à explorer les espaces de publication et leurs différents protocoles. Je pense par exemple à un projet qu'ont mené chez nous Mélisse de Carangal et Sylvain Pathieu, qui était un projet lié à une structure que vous connaissez bien, qui est la structure des bibliothèques en Seine-Saint-Denis et leur festival Hors Limite, je suis sûr que plein d'entre vous y ont participé, où Sylvain, qui était conseiller littéraire, je crois, a fait intervenir Mélisse, qui était chez nous écrivain en résidence, et les étudiants ont participé à un projet multiforme, comme Laure a pu en décrire d'autres, de ces projets multiformes, qui mélangeaient performance, publication, travail avec un graphiste, animation d'atelier, etc. Voilà, il me semble, un des exemples dont nous faisons l'expérience les uns et les autres, qui montre qu'on peut expérimenter des formes de publication, plus encore même qu'on écrit des textes. Mais ça ne se substitue pas l'un à l'autre. Deuxième opposition, première opposition entre ces systèmes de publication, deuxième opposition entre la littérature et la publication. Cette idéalisation de la littérature dont j'ai parlé, qui a une valeur historique et partiellement opérationnelle, puisqu'on publie des livres et qu'on a des lecteurs et qu'il y a encore des jurés, il y a des prix littéraires, etc., ça existe, mais elle ne correspond que partiellement, là aussi, au bouleversement de l'économie de la culture à l'ère numérique, qui perturbe un circuit autrefois déterminé allant de l'auteur au lecteur grâce à l'éditeur. Je dois dire que moi-même je suis éditeur, donc je prends ce bouleversement tel qu'il est sans me sentir menacé par ce bouleversement. Un circuit qui s'incarnait dans un objet, le livre, et produisait une certaine idée de la littérature. Ce circuit, bien sûr, n'a pas toujours existé. Son élaboration s'est faite sur plusieurs siècles. Il a trouvé sa forme actuelle et totémique, je dirais, fantasmatique, et au XIXe. Et lorsque nous parlons du livre, de son état, de sa disparition, de son futur, quelle que soit notre option, il faut tout d'abord savoir de quel livre on parle, de quelle histoire du livre nous parlons. Car le livre n'est pas simplement un support, c'est une idée qui évolue avec le temps. Sa représentation moderne a été fixée au sens photographique du terme par un bref mais fondamental texte de Kant qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un livre ?» Je vous y renvoie puisque je n'ai pas le temps de le projeter.
Elle ne correspond pas non plus, cette vision, aux conditions techniques de la production textuelle sur lesquelles François a si bien écrit, les traitements de texte, les logiciels de composition et de publication, qui ont unifié les outils de production, de publication, de diffusion et de réception, en rendant poreuses les frontières entre ces différents pôles. Ces deux données sont essentielles car démocratisant les outils et les structures de publication, c'est comme l'enjeu, et qui renvoient même au passé les notions d'édition, d'auto-édition, en tout cas leurs problématiques, elles ont provoqué une alphabétisation de ce qu'un auteur a appelé l'énonciation éditoriale, l'éditorialisation, la dramatisation propre à tout passage de l'expression privée à l'expression publique. Écrire en école d'art, ce sera la deuxième proposition, suppose l'expérimentation de l'éditorialisation des textes. J'emprunte l'expression de protocole éditorial à un économiste très bizarre qui s'appelle Olivier Bomsel, puisque c'est le seul économiste que je connaisse qui cite Lacan, Barthes et d'autres. Et pour lui, pour Olivier Bomsel, dans un livre vraiment passionnant qui s'appelle Qu'est-ce que publier, un livre collectif, l'objet publié se distingue de l'objet privé parce qu'il est le produit d'une dramatisation, d'une mythologisation. C'est un objet décoré qui comporte des marques distinctives liées à une fonction d'usage. Il est le produit d'un dévoilement, d'une opération miraculeuse, d'une transsubstantiation, il utilise ce vocabulaire religieux, qui s'effectue grâce au protocole éditorial. Lacan utilisait l'image de l'usine hydraulique qui transforme la puissance de l'eau en électricité. Ainsi en va-t-il, selon Bomsel, du protocole éditorial. La signification provient d'une accumulation traitée par l'usine. Le protocole transforme des écrivains en auteurs, des écrits en livres, performances ou expositions. Dans le monde qui a surgi après la Renaissance, cette opération de transsubstantiation était très clairement réglée. Les maisons d'édition produisaient les livres, les industries cinématographiques produisaient le cinéma, musical produisait la musique, la radio produisait la radio, etc., etc. Cette stricte correspondance entre message, expression et support rendait en un sens invisible, presque naturalisé, le protocole éditorial qui s'incarnait dans le support matériel. Mais avec la dématérialisation très matérielle et la numérisation des livres, des sons, des images, des films, des réseaux, la spécificité des supports traditionnels et historiques s'épanouit. Les objets avaient une fonction de monstration, ils étaient utiles pour signifier qu'un livre était cadré dans une histoire des formes et des genres. Qu'est-ce qu'un livre sans l'objet livre? Eh bien, c'est un protocole éditorial. Avec la numérisation, le protocole éditorial est un lieu d'autant plus critique et intense, devenant pour moi un des objets centraux des formations en création littéraire. L'idée est donc de cesser d'associer automatiquement le médium et le support pour considérer cette entité plus abstraite, le protocole éditorial, un dispositif complexe engageant plusieurs opérations qu'Olivier Bomsel, je vous renvoie ces textes, détaille de manière très convaincante. Il distingue ainsi deux phases, l'accumulation et le dévoilement, un cadre, un hypercadre, le cadre qui est par exemple le livre, qui peut être la performance, un hypercadre qui serait par exemple la bibliothèque, mais la librairie ou évidemment les bibliothèques en ligne, ou un musée, etc. Et une résonance qui est l'effet d'écho qui suit le dévoilement. Toutes ces étapes font face à des mutations essentielles qui entraînent une modification écosystémique du littéraire, ce qui signifie tout autant qu'il s'agit d'une transformation symbolique. De la sorte, à mes yeux, produire de la littérature dans un espace de formation, c'est expérimenter toutes les phases de ce processus complexe et qu'on a vu là encore dans la description très claire et très concrète, à la différence de ce que je fais, par Laure. Troisième et dernière distinction, je crois que je suis dans les temps. Parfait. Ouais, donc j'ai une dernière distinction. Après l'expérimentation des systèmes de communication et des processus d'éditorialisation, l'image idéalisée de la littérature ne correspond pas à l'environnement médiatique et culturel contemporain, qui ne distingue plus le grand art d'un côté et les pratiques culturelles et médiatiques de l'autre. Le littéraire est ainsi de moins en moins conçu comme une exceptionnalité aux côtés d'autres exceptionnalités artistiques ou religieuses, pour apparaître comme un objet de communication sociale pris dans un ensemble de communication sociale. Ainsi, toutes les approches distinctives, celles qui distinguent l'écriture littéraire de l'écriture générale ou la création littéraire des autres médias, me semblent vouées à rater l'inscription contemporaine du littéraire dans le monde. Au contraire, il faut valoriser et favoriser les approches environnementales et inclusives, et notamment penser l'environnement médiatique dont font partie la publication et la production littéraire.
Et peut-être dans un premier temps, penser le littéraire, je suis très à la mode, enfin je suis la mode quand je dis ça, en termes d'économie de l'attention. Il ne s'agit pas, loin s'en faut, comme l'a fait en son temps Nicolas Carr, de distinguer les vertus de l'attention profonde produite par le livre des vices de la distraction entraînés par les petits écrans, qui sont, il faut le rappeler, les lieux de production et de publication du littéraire. Mais plutôt de voir comment les laboratoires esthétiques, pour reprendre l'expression d'Ipsiton, distribuent, je suis désolé pour mes étudiants à qui je redis ça tous les ans, des moments vacuoles et des moments dispositifs, je vais revenir sur ces termes, ou des moments de plongée et des moments de jet ski. Je cite Nicolas Carr, je ne sais pas si vous connaissez cet essayiste de vulgarisation un peu sur les enjeux du numérique américain, qui disait, non ça je vais, oui non, j'allais citer, mais je vais passer peut-être un peu vite, un texte d'Emmanuel Pirard qui disait que j'aime beaucoup, comme vous le comprenez, que s'il faut un trait de distinction de notre époque, c'est que nous vivons, et là je la cite, en compagnie d'écrans de petite taille, et ces écrans déversent dans notre salon, dans nos chambres et sur nos bureaux, un volume considérable de renseignements et ou d'inepties concernant le monde. Néanmoins, c'est ça qui est important, nous ne sommes pas pour autant ahuris, nous ne sommes pas engloutis dans des écrans de télé ou d'ordinateur, nous ne leur cédons qu'une portion limitée de notre attention. C'est d'une certaine manière la même idée, mais inversée, qu'exprimée par Nicolas Carr, mais plus décontractée, plus positive, plus ouverte au présent et au futur. Dans une formulation très économique, tout l'argument de Carr s'évanouit. L'argument de Carr, que je n'ai pas cité en fait. Oui, en fait, je ne l'ai pas là, mais le texte de Carr qui s'appelait tout simplement « Est-ce que Google nous rend idiots ?» qui a eu un immense succès, est un texte un peu crépusculaire où Carr dit « Je suis incapable de lire un texte de plus de 4 lignes, je suis sans arrêt dans un système d'alerte permanent », et il parle d'un concept que je trouve très très problématique, le concept de cerveau littéraire qu'il idéalise, capable d'une attention profonde, et il en fait même un outil de civilisation menacé par d'autres facultés cognitives, ce qui par ailleurs est vrai, des facultés cognitives développées par la compagnie des petits écrans, qui sont des capacités d'hyper-attention à des sollicitations attentionnelles diverses. Bon. Donc, lui, il valorise complètement cette attention profonde produite par le cerveau littéraire. Mais les petits écrans, ceux du littéraire, nous donnent la liberté de les contrôler, cependant que les grands écrans, par-dessus tout celui du cinéma, hyper dramatisé par le noir, nous rendent captifs. Mais l'écran de cinéma est un symbole. C'est le symbole d'une économie de l'art centrée sur le désir, la volonté, le plaisir d'être immergé dans ou envoûté par un médium artistique. Le grand roman du 19e est l'autre symbole de cet envoûtement. Emma Bovary, comme vous le savez, est malade de lire des romans, d'être immergée dans un monde fictionnel. Les romans l'ont rendue captive. C'est une drogue, une addiction, c'est le prix à payer pour l'attention profonde, le cerveau littéraire qui est un cerveau addict à sa dope, la fiction, la littérature. Savoir choisir ses aliénations et ses envoûtements, écrit Ipsiton, savoir construire des vacuoles de silence capables de nous protéger de la communication incessante qui nous surcharge d'informations écrasantes, savoir habiter l'intermittence entre hyperfocalisation et hypofocalisation, voilà ce que les expériences esthétiques peuvent nous aider à faire de notre attention, puisque l'attention est tout autant quelque chose que l'on fait que quelque chose que l'on prête. Donc il ne s'agit pas pour Citon de sacraliser à nouveau les dispositifs esthétiques, mais de constater que les industries culturelles ont les mêmes valeurs que celles produites par la vénérable expérience littéraire, mais de constater qu'elles permettent d'installer ces vacuoles, j'aime beaucoup ce mot, protégeant des assauts de la communication sans les ignorer, bien au contraire. Elles permettent en outre, ces expériences, de ménager des moments de combinaison entre hyperattention, attention flottante ou veille, qui sont nos 3 manières principales d'être au temps et d'être au monde. C'est exactement, j'approche de la fin, formidable. Voilà, la problématique d'Emmanuel Pirard dans le texte fiction documentaire que je citais. D'un point de vue littéraire, Emmanuel Pirard distinguait pour sa part, c'est-à-dire faire face, c'est-à-dire traiter la sursollicitation attentionnelle, des expériences vacuoles et des expériences compositionnistes, de composition, qu'elle appelle les fictions documentaires, qui sont des manières d'entrer dans les flux de communication et de savoir les traiter. Contrairement à ce que les déclinistes pensent, ces laboratoires performatifs de l'attention n'ont jamais été aussi nombreux, aussi partagés, aussi nécessaires.
C'est ce qui explique, à mon avis, le succès de nos formations et c'est ce qui explique, je pense, les ressources qu'elles peuvent en tirer. En ce sens, si on place le littéraire dans le cadre d'une économie de l'attention, alors les formations en création littéraire sont tout simplement des formations pour devenir médium. Écrire en école d'art, c'est donc, comme dans Harry Potter, aller à l'école des sorciers. Pour conclure, il faut rappeler que l'alphabétisation et la formation ont joué un rôle central dans le dispositif de pouvoir qui a construit les démocraties euro-états-uniennes ou euro-américaines modernes. Au cœur de ce dispositif, pour des raisons multiples, priorité donnée aux langues nationales, acquisition de l'écriture comme instrument du pouvoir, construction des traditions imaginaires, structuration entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, pour reprendre la citation d'Enzo Corner. On trouve les études littéraires qui inventent un objet imaginaire, la littérature. Tel est un des sites critiques, peut-être pas le seul, mais un des sites critiques où s'inscrivent les formations en création littéraire. Si l'on est convaincu du rôle essentiel entre structure de formation et imaginaire politique, alors le rôle que peuvent endosser les formations en création littéraire est quelque chose d'intimidant. Il s'agit rien moins que de proposer un nouvel imaginaire du littéraire en relation avec le nouveau processus, globalisé celui-ci, de démocratisation en cours, qui relève d'un accès massif, donc d'une alphabétisation, aux outils de production du savoir. J'ai envisagé 3 caractéristiques majeures de cet imaginaire qui ouvrent à des pratiques essentielles pour nos vies contemporaines: l'expérimentation des systèmes de publication, et notamment du partage privé-public. Je suis tout à fait d'accord avec François, il faut penser cette notion d'espace public, celle des processus d'éditorialisation, le travail sur les régimes d'attention. Et je trouve que ça a quand même plus de gueule que d'apprendre le code informatique, le trading à haute fréquence ou les fusions-acquisitions. Je vous remercie.